à nouveau sur cette émission qui valorise vos différences et vos richesses sans distinction de culture. Bienvenue dans cette émission et si cette émission est connue partout dans le monde, c'est grâce à vous, n'est-ce pas? Merci beaucoup public de C'est Midi et merci d'être dans... C'est Midi! Eh oui! Eh oui! Merci à vous d'être là. Merci à tous nos téléspectateurs, merci à toute l'équipe, merci à Boris, Dr Philo, Alissar et Aloussen Sidibé. Alors les gars, comment vous allez? C'est maintenant. Ça n'a rien à voir. Hein? Alors quand je dis c'est midi, c'est je vais bien. Ouais, ça, n'est-ce pas? Vraiment, puisque vous inversez les réponses. Hein. Ouais, mais tout à l'heure, là, l'introduction, là, lorsque vous avez dit... parce que... c'est quoi, là? Voilà, tout le monde a crié C'est Midi. J'avais peur. Je me suis dit, si les gens étaient habitués à C'est maintenant, là, les gens allaient crier C'est maintenant. Puis c'est gâté, quoi. Voilà. C'est clair. Alors, Boris, on parlera de quoi aujourd'hui? On parlera d'une monnaie virtuelle appelée Bitcoin et des cyberattaques. Il y a eu récemment des cyberattaques dans près de 150 pays. On va essayer d'en parler et expliquer le principe du Bitcoin qui est une monnaie virtuelle. Merci beaucoup. Aloussen Sidibé. Pour ma part, aujourd'hui, je vous présente une broyeuse, la broyeuse T-Dagri. C'est une broyeuse innovante qui va permettre à tous les agriculteurs et aussi à nos ménagères d'avoir un travail vraiment facilité, voilà, sans effort. Et puis, il faut dire aussi que ce monsieur a donné son nom à sa broyeuse, c'est la broyeuse T-Dagri. C'est pour tout à l'heure si vous voulez savoir plus d'informations. Merci en thème d'affairage avec Alissa Zena. Je suis tellement contente de vous retrouver après 2 longues semaines d'absence. Je suis très contente parce que j'ai beaucoup d'affairage. Oh là là. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur les faits divers et insolites. Nous allons commencer avec de l'amour. L'amour n'a pas d'âge. C'est beau d'aimer, c'est beau de se sentir aimé. Et nous allons terminer avec une mère indigne, je dirais. La suite, ça sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas. Merci beaucoup. Philo, tout simplement, oui. Vous êtes dans un style hip-hop. C'est ça, mais flow and flow. Ça pour dire tout simplement que MC Sanfa Droufa est dans la place. Ouais, c'est lui. MC Illimité. MC Sanfa Droufa. Yeah. Et oui, cette émission se poursuit et cette émission démarre bien, toujours avec le sourire, la bonne humeur. Et ça va aussi démarrer avec un artiste normalement qui était censé venir en trouble fête, mais nous allons l'annoncer en invité surprise. Écoutez ceci. Molière. La vie est belle, belle comme la rose. Mais c'est pas tout ce qui brille qui est forcément de l'or. Il a des bons conseils, bon comme un sage. Mais qu'il les laisse vivre, je sais ce que je fais. Eh oui, ça a été une chanson culte, une chanson qu'on continue d'aimer, comme on aime l'artiste Molière. Eh bien Molière, bienvenue. Après 7 ans, on dira 7 ans d'absence, vous revenez, vous tirez donc 12 coups de fusil, c'est cela? Ouais. Ou 14? Non, mais 14 titres. Ouais. Ah, mais c'est formidable. Là, vous vous êtes rattrapé hein, ouais, pour tout le temps que vous avez perdu. En tout cas, les gens, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. Il faut dire que les gens s'impatientent. Les gens, mais il y a de quoi quand on connaît les gens capacités de l'artiste. quand même le 4e album. C'est cela. Et que depuis, dans tous les ghettos où je passais, les gens me disaient, Moli, on veut le dernier, on veut le dernier, on veut le dernier. Le dernier, il est prêt. C'est chargeur universel. Chargeur universel. Chargeur universel. Pour dire quoi? Ouais, pour dire que c'est simple. Avec les téléphones portables, il y a des chargeurs. Pas forcément les téléphones. D'accord, moi je réfléchis pas loin. C'est l'album ici, qui est le chargeur. Ah d'accord. Il suffit seulement d'acheter l'album et tu as le chargeur. D'accord. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal quand on a par exemple des titres comme Délivre-moi. Ouais, Délivre-moi. Oyele, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un concept de danse. Ah, d'accord. Oui, j'ai apporté un plus voilà, à ma musique parce qu'il faut dire que le Zouglou, au début, c'était la danse. D'accord. Oui, mais depuis un certain moment, on a oublié ce phénomène-là de danse. On s'est plutôt focalisé sur des paroles, sur des thèmes, tout c'est beau. Mais il faudrait que on amène la danse, on met maintenant la danse en évidence. Parce qu'il faudrait que ton enfant te réveille le matin, dire que, oh maman, j'ai envie d'écouter
où j'ai envie de danser la danse de Molière, Oyole. C'est cela, Oyole. Ça, c'est important. C'est D'accord. vrai que le Zouglou, c'est le Zouglou de tout le monde. Il faudrait que le Zouglou prenne toutes les classes de personnes, c'est-à-dire les enfants, tout le monde. C'est cela, c'est donc cela. c'est pourquoi j'ai composé cette chanson. Le titre s'appelle Oyole, mais derrière ça, il y a plusieurs titres que vous verrez. Il y a Conseille-toi et à la je ne suis pas maltraitance. dénaturé, les gars. Donc, Ah, ne pensez pas d'accord. que le prophète s'est dénaturé. Merci infiniment, Molière. En tout cas, le message est bien passé. Et voilà, nous allons donc nous délecter de cet album de 14 titres, je le rappelle. Merci d'être venu. Cet album est sorti. Et ça arrache déjà comme des petits pains. Merci infiniment. Cet album marche déjà fort. Merci, et Oyole est en Molière. train de marcher. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Molière, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler d'artistes, nous allons parler un peu, on va dire, d'un phénomène qui existe entre artistes, mais c'est souvent de bonne guerre, on va le dire, hein, des fois pour la stratégie, des fois pour faire marcher, voilà, pour faire marcher les albums ou pour emmener le mélomane à s'intéresser de très près à l'œuvre musicale et à la vie des artistes. On a connu des clashs avec La Fouine, Booba, Biggie, Tupac. Autant même de Tupac à Marou Chakoul, il y avait aussi des clashs, ça ne date pas de maintenant. Et aujourd'hui, on voit même dans le milieu zouglou, enfin c'est un peu rare, mais surtout dans le milieu coupé, décalé, il y a beaucoup de clashs. On ne va pas citer des noms, parce que si on voulait citer des noms, on parlerait peut-être du président des clasheurs. Mais je n'ai rien dit, je voudrais tout simplement parler d'un jeune rappeur. Son nom c'est MC1, mes clashs font trembler. C'est le thème du jour, on retrouve tout de suite Dr Philo. Ouais, merci. Ouais, et puis rapidement, avant de passer à ma chronique, je dis que c'est un plaisir pour moi de retrouver Molière. Quand on voit Molière comme ça, on a l'impression que depuis tout ce temps-là, il était au Congo. Trêve de parole, nous revenons à notre thème, oui. Bon, je fais comme si j'avais Et donc, MC1, mes clashs font trembler. Bon, vous qui ne connaissez pas MC1, c'est le petit là. Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, voilà. Donc, si lui, ses clashs font trembler, donc Opi, nous, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? Alors, ça, c'est bien envoyé de votre part. Voilà. Opi, nous, on a qu'à faire quoi? Mais c'est le petit, c'est le poulain de Kedjevara. Si vous ne le savez pas, c'est le petit qui a été encadré par Kedjevara. L'enfant, il parle. On ne sait même pas où il est quitté. Il parle. Kedjevara, même, il s'assoit ici. Tu ne vas même pas savoir que c'est Kedjevara. Le monsieur, il ne parle pas. Mais l'enfant a pris toute parole du monsieur là spirituellement. Mais c'est bon, je dis que si lui, ses clashs font trembler, mais celui qui se sent mauvais, il se moucher. Ça veut dire que c'est celui qui se sent concerné qui réplique. Sinon, le vieux Zoou l'a églié qui a Zakokbo là-bas, lui connaît MC1. Ça ne lui dit rien. Oui, et donc, je veux dire que c'est qu'un clash. Ça ne lui dit rien. Et déjà, on a vu ce genre de clash, comme vous l'avez dit, des Bordeaux Arafat. À l'époque, même au Burkina Faso, MC Ouedraogo et MC Tchendro Biogo. Oui, ces clashs à l'époque. On a eu tous ces clashs-là. Et voilà. Et non, moi, je suis pas d'accord. Ça dépend du domaine, chacun se situe. Sinon, Ange Faro et Gaïvé se sont clashés ici au niveau du côté esthétique. Nous avons vu tout ça en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire que tout a commencé où? Cette histoire de clash et tout ça là. Ça a commencé où les jeunes qui nous vu ton chantier approcher, regarder, approcher. Le petit, il a vu ça, il vient dire que lui, il allait au marché, il a vu des rappeurs qui sont devenus commerçants, qui sont en train d'approcher et regarder. Et eux aussi, ils ont répliqué pour venir. C'est-à-dire, l'enfant fait juste quand il y a des défauts. Bon, je ne sais pas quoi dire défauts. Kedjevara, moi, je ne savais pas qui il a bouton. Qui nous dit on dit que Kedjevara a bouton. Moi, je savais sur qui il a bouton. L'enfant a fait que ils ont tout mis sur le trou. Je ne savais même pas. Voilà, sinon moi je rappe MC Sanfa Doufa, moi je fais les clashs. MC Sanfa Doufa, c'est illimité. Faites-moi un freestyle comme ça, Sanfa Doufa. Voilà, Sanfa Doufa. Non, non, je dirais tout simplement que Caroline Da Silva, Adjoa Caroline, est-ce que ce sont les mêmes mamans? Ce sont les mêmes mamans. Ce mec il est fou. Voilà. Et MC Sandougoufa, il ne faut pas oublier que MC Fort est auprès de vous, c'est votre voisin direct. Je suis MC Fort, il est si fort. Il est dans les blancs. Ah, d'accord. C'est ma chronique, s'il vous plaît. Justement. Les classes là, ça arrange souvent les artistes, ça permet de faire leur promotion. Oui, effectivement. Et comme ça, s'il faut répliquer chaque fois tous les clashs et tout ça, l'artiste sera obligé même de faire sortir un album chaque semaine pour répondre pour eux. Donc ça inspire
pire. Mais attention, il ne faudrait pas que les classes deviennent des crashs. Parce que si ça devient crash, la boîte noire sera difficile à retrouver. Merci beaucoup, Docteur Philo. Et Docteur Philo, on va vous remettre le micro pour qu'on fasse ce qu'on appelle le micro-studio. Et nos téléspectateurs, je dirais nos spectateurs avec nous, nous diront ce qu'ils pensent donc des Clash. Et qui voudrait répondre à cette question? Moi, j'aimerais bien qu'on commence par une femme. Hein. Ce que vous pensez, voilà, il faut que les femmes soient à l'honneur. On va donner le micro à une femme qui voudrait bien répondre à la question. Voilà. Il n'y a pas de femme courageuse là-bas, non? Qu'est-ce que vous pensez des Clash? Là-bas, il y en a ici. Allez-y, levez-vous, applaudissez pour elle. Yeah. Qu'est-ce que vous pensez des clashs entre les artistes? Selon moi, les clashs entre artistes ne sont pas du tout bien. Parce que tout d'abord, ce sont les enfants qui les regardent, ce sont des modèles pour des enfants. D'accord. Et lorsqu'ils le font, les enfants entre eux, bon, ça emmène souvent des querelles, tout. Puisqu'il y a des artistes, il y a des enfants qui disent je préfère tel artiste et d'autres tel artiste, bon, qui souvent engendrent des petites querelles. D'accord. Alors, à votre avis, ça peut donc faire naître de la violence dans le cœur des enfants, c'est ça? Entre les enfants et surtout les fans. Et surtout quand ça se transforme par des injures, hein? Quand ce sont des injures, c'est pas du tout bien. Pour la plupart des temps, ce sont des injures. D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. On va donner la parole cette fois-ci à un homme. Vous pensez quoi des clashs entre les artistes chanteurs? Allez-y, monsieur. Levez-vous. Moi, mon avis sur les clashs entre les artistes, ça permet aux artistes de pouvoir se former d'abord, puisque lorsqu'un artiste clash son ami, il est obligé de répondre et ça va lui permettre de travailler. D'accord, donc ça fouette l'orgueil en quelque sorte. Sinon, au niveau de elle, sa vision, bon, c'est aussi vrai, mais à côté des artistes, ça leur permet aussi de travailler plus. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je pense que là, on a deux bonnes réponses. On va s'arrêter là. Deux réponses opposées, je dirais. Chacun a donné son avis. Merci infiniment. Et nous allons recevoir notre invité, MC1. Les Clash font trembler. Mes Clash font trembler. Recevons à présent, avec vos ovations, l'invité du jour, Bagré Jean-Martial. C'est son nom à l'état civil. Artiste, rappeur, MC1. Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? MC1, bienvenue sur le plateau de ce midi. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien. Alors, MC1 à l'état civil, vous êtes Bagré Jean-Martial, vous êtes âgé seulement de 16 ans, je dirais, et en classe de seconde A, vous avez été bercé au son de la musique reggae, puisque votre père était un grand fan de Lucky Dubé. Et aujourd'hui, vous êtes artiste, vous avez sorti un album. Alors nous, on voudrait savoir comment est-ce que l'aventure avec le rap, l'aventure avec la musique a démarré? Bah, c'était à l'âge de 10 ans, je regardais la télé, je voyais des rappeurs. Voilà, le look me plaisait, leur manière de faire me plaisait. Et ainsi de suite, au collège, dès la classe de 6e, j'avais des grands frères qui faisaient le rap derrière ma classe. Donc, à 10 h, je partais les regarder. C'est comme ça que je les ai suivis et ils m'ont appris à mettre les rimes ensemble. Et à 12 ans, j'ai commencé à écrire mes propres textes. Et on faisait le freestyle et c'est comme ça. C'est bien. Est-ce que ça vous aidait un peu en classe? Le rap. Je veux dire, le fait d'écrire vos propres textes, est-ce que ça vous aidait à vous améliorer en classe? Oui, grâce au rap, j'étais très fort en rédaction parce que le rap, tu prends un thème et tu réfléchis, tu développes là-dessus. Donc, quand on me donnait un thème de rédaction, un truc comme ça, j'étais trop fort. Je voyais ça en rap à Mais justement, MC1, il faut dire que vous êtes fils unique. Oui. Alors, ça a été quoi la réaction des parents qui mettent leur enfant à l'école et qui désirent le voir peut-être demain avocat, médecin, juge, journaliste, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils ont su que vous vouliez faire de la musique? Bah, moi, mon père, d'abord, je commence par mon père. Lui, il était déjà fan de reggae, donc il y avait un peu de musique en lui. Bon, il savait que moi, je faisais le rap. Je voulais me cacher, mais lui, il savait. Donc, il cherchait... On a là, papa est là. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas dans ce studio, mais il a sa photo là. Donc, il cherchait des gens pour m'encadrer. Mais il avait des frères qui étaient musiciens, pianistes, batteurs, tout ça. Mais ces derniers refusaient. Donc, je sais pas, ils vont faire quoi avec un petit? En plus, à l'époque,
style de musique n'était pas dans leur carnaval et tout? Non, mais c'était des arrangeurs. Un arrangeur peut te faire tous les beats que tu veux. Mais ils ont carrément refusé parce qu'en ce moment-là, je n'étais pas propre, tout ça, tout ça. Je n'étais pas encore comme je suis, je n'étais pas encore MC1. C'est pas nous qui avons dit, hein. Non, on a dit, nous, on n'a rien dit, hein. Non, c'est la vérité. Voilà. Donc, quand il a su que j'ai rencontré le père DJ Kejevara... Et votre maman, avant d'en arriver là, votre maman? Bah, maman... Elle était pour ou contre? Bah, elle n'était même pas partante. Elle n'aimait pas ça. Surtout le rap, parce que elle voyait les rappeurs à la télé qui faisaient flotte, tout ça, tout ça. Elle n'aimait pas, elle ne voulait pas que son fils soit comme ça. Voilà. Donc, quand elle a vu, 2 ans après, quand elle a vu les clips et tout ça, elle a dit, bon, on va fermer les yeux, mais la condition est que tu m'envoies de bonnes notes. Voilà, tu m'envoies de bonnes notes, de bons résultats, tu peux faire ton rap. Voilà. Et c'est comme ça. Quand mon Donc, père vous envoyez de bonnes notes? Ouais, ouais. Ah bon, hein? Je pense. De bonnes notes, selon moi. Vous lui envoyez de bonnes notes. Vous avez combien de moyenne? 12, 11, 10. Mais ça, c'est rien. Non, non, mais ça, c'est pas de bonnes notes. Je suis pas surdoué. Alors, écoutez son excuse. Alors, on a ici les résultats. On a les résultats de votre BPC. Ouais. Hein, voilà. Bon, normalement, s'il n'était pas très occupé par la musique, peut-être qu'il aurait fait mieux. Mais ici, 14. je vois 10, c'est combien là? Il y a moins. D'accord. Il a eu 110 points. Ah, c'était à quel niveau? 110 points, c'est ça? Vous avez eu 110 points au BPC. D'accord. Bon, c'est prenable. De toute façon, vous avez eu votre diplôme. C'est le plus important. Et puis, en ce moment-là, je n'arrivais pas à canaliser le petit succès que j'avais là. C'était la première fois. Eh, Seigneur. Tu vois, donc... Il a déchaîné. Il n'arrivait pas. Il avait déjà la grosse tête. Il dit, j'arrivais pas à canaliser le petit succès que j'avais. C'était la première fois, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais parlons de ce petit succès-là. Comment vous l'avez accueilli? Déjà, vous étiez dans votre patelin, dans votre quartier, en train de rapper sur des beatbox, en groupe et tout. Et puis, d'un jour à l'autre, vous êtes starifié, vous êtes exposé. Comment vous arriviez à gérer ça? Ben, je pourrais dire que ce fut un choc parce que des freestyles de rue, un lendemain comme ça, je me vois à la télé. J'étais content. D'ailleurs, la première fois que je me suis vu à la télé, j'ai failli pleurer même. Voilà, c'était comment dire? Comme dans un rêve. Voilà, c'était le paradis. Mais maintenant, je suis... Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que vous êtes très jeune, vous arrivez au rap. Et pourquoi vous utilisez donc les clashs pour vous faire remarquer? Ben, je n'utilise pas les clashs pour me faire remarquer parce que d'abord, avant les clashs, j'avais fait les feats avec mon père DJ Kejevara, qui est une icône de la musique ivoirienne, tout le monde le connaît. Donc d'abord, je me suis fait remarquer par lui. Mais les clashs, laissez-moi vous dire que ça fait partie du rap. C'est comme ça, quand tu fais le rap, tu es obligé de lancer des pics. Voilà. Pourquoi on dit que tu es fort? Parce qu'on peut faire du rap sensé, mais il y a combien de sons sensés que les gens connaissent? Donc, je veux dire, si je comprends bien, en réalité, on n'est pas forcément fort. Mais pourquoi on dit qu'on est fort, on clash? C'est ça? Non, en fait. Ça cache quelque chose? Le clash cache quelque chose. Mais le clash, en fait, les rappeurs ont la rage, les rappeurs ont la soif, les rappeurs veulent le trône, être le meilleur. C'est ça la philosophie d'un rappeur. Et c'est ça, c'est cet esprit qui vous anime en ce moment? Ouais. Vous voulez le trône du rap? Ouais, je réclame le trône du rap ivoirien. Ah, d'accord. Mais je veux dire que, est-ce que généralement, c'est vrai que vous êtes ambitieux, mais est-ce que généralement les gens ne vous trouvent pas prétentieux et peut-être même malpolis? Bah, si. Sur Facebook, même on m'insulte. Il y a des gens, quand ils me voient, ils disent, oh, Pete là, il est autre. Mais c'est comme ça. En fait, quand tu connais le rap, tu vois maintenant que MC1 n'est pas impoli. Tu vois que MC1 fait le rap et le rap, c'est comme ça. Il faut être un peu arrogant. Voilà, ose, lance les pics et tout ça, tout ça. Mais et vous pensez que vos pics là, ça fait trembler les gens? Trop même. Vous avez l'impression. Alors, MC1. C'est MC2 qui trempe pas. Alors, MC1, attendez, je vais bien libérer ma question. Alors, je vais bien la formuler. Vous pensez que vos raps ou vos clashs influencent ou font trembler, ou vous avez l'impression que vos clashs font trembler les gens? Pour le moment, je n'ai fait qu'un seul clash et je sais que ça fait trembler. Ça fait trembler qui au juste? Ça fait trembler ceux que j'ai clashés. On a l'impression que vos clashs sont ciblés. Parce que quand on voit avec Kisnobi directement, ils disent approchez, regardez. Vous dites non, vous êtes allé au marché, vous avez vu des rappeurs devenir des commerçants. Après, ils disent approchez, regardez.
Là, c'est plus, je sais pas, c'est plus un clash, mais ça devient de la provocation maintenant. Non. Parce que vous allez puiser dans les textes. Le clash, c'est de la provocation. Mais vous pouvez le faire sans Je vous explique. puiser dans les textes. Non, je vous Il va explique. vous expliquer tout ça. Dans le rap, il y a un truc qu'on appelle punchline. Voilà. Ce sont les phrases qui ont deux sens. Je t'explique. Punch or pin line, qu'est-ce que c'est deux mots? Il n'y a pas de fin line. Voilà, ce sont les phrases qui ont deux sens. Tu vas au marché d'Adjamé, tu vois le commerçant crier « Approchez, regardez ». Tu vas dans une boîte, tu entends « Approchez, regardez ». Ça fait deux sens. Donc, je les ai vus au grand marché d'Adjamé en train d'écrire « Approchez, regardez ». Les connaisseurs du rap savent que c'est une punchline. Mais toi qui ne connais pas le rap, toi tu es un comédien, aujourd'hui tu as décidé d'être rappeur. Donc toi tu vois ça un clash. Sinon ceux qui connaissent le rap savent que c'est une punchline. Tu vois, les garçons sont des grands mangeurs de placali. Quand ils voient une fille, ils courent après son clou. Ça c'est une punchline. C'est une phrase qui a deux sens. Non, moi j'ai fait le punchline. Les mamans sont derrière. Méfiez-vous, les mamans, sinon vous allez recevoir des punchline. Les mamans là, les mamans d'Adjamé là, elles s'amusent pas, elles vont te laisser. Alors, MC1, vous avez sorti un album de 12 titres intitulé « À la recherche du bonheur ». Moi, j'aimerais bien savoir et connaître votre définition du bonheur. Bon, le bonheur, selon moi, c'est un lendemain meilleur. C'est tout ce qu'il y a de beau dans la vie. C'est chercher à avoir, bon, à la recherche du bonheur, c'est chercher à avoir une vie de rêve, voilà. Parce que quand on est enfant, on regarde des trucs à la télé, on voit des trucs, ça nous fait rêver. Donc, on est tous à la quête du bonheur. Quand on va aller... Ce rêve-là, c'est quoi? J'espère que ce n'est pas juste les belles voitures, les belles maisons, c'est pas cela. Non. Il y a le rêve, c'est d'abord avoir une vie accomplie, voilà. Être un homme accompli, faire la fierté de ses parents. Et puis, travailler, voilà, des dix d'or, comme tu as dit. Tout ça. Voilà, c'est ça. Boris, pardon, on revient à vous tout à l'heure. Voilà. La prochaine question se rattache à celle que je viens de vous poser. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans. D'abord dans... Dans 10 ans, vous aurez 26 ans. Ouais. Bon, dans 10 ans, d'abord dans 2 mois. Non, il ne fait pas étape. Non, il ne fait pas étape. Je suis très très proche. D'abord, le 1er juillet, je donne un concert live à Boaké. Ah, d'accord. Voilà, et en décembre, cette année en décembre... Un concert live? Oui, live, je peux jouer en live. En décembre... Merci beaucoup. Il a du chien. En décembre, c'est le palais de la culture. Voilà, donc, en un an, je crois que j'aurai fini avec mon pays. Voilà, maintenant... Il est très intelligent, ce garçon. Je lui pose une question, il profite pour donner son programme, son actualité. Ouais. Très intelligent, très Il fait de la pub subtilement. D'accord, allez-y. J'aime bien ça. Je pense que vous allez réussir. Alors, dans 10 ans alors? Dans 10 ans, vous n'allez pas me donner le programme de dans 6 ans? Non, dans 10 ans. Dans 10 ans, je sais que j'aurai déjà des disques d'or, des disques de platine, des disques de diamant. Voilà. Continuez. C'est pas terminé. Voilà. Dans 10 ans, je sais que j'aurai rempli le Zénith. En tout cas, les plus grandes salles du monde. La Côte d'Ivoire sera fière de moi, l'Afrique sera fière de moi, mes parents seront fiers de moi. Et vous direz que MC1 est passé sur ce plateau, il a dit ça. Et c'est ça. Boris. D'abord, je suis épaté par ta manière de t'exprimer, par votre manière de vous exprimer. Mais j'ai une petite question. Lorsqu'on a connu des succès planétaires comme Jordi, je ne sais pas si vous l'avez connu, je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans, je suis petit. J'ai déjà entendu cette chanson. Voilà. Non mais vous n'étiez pas encore né. Voilà, il y a très longtemps. Jordi, en Côte d'Ivoire, tout près ici, on a eu Belinda, on a eu les oiseaux du monde. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber un jour dans l'anonymat? C'est pour ça que je vais à l'école. Soyez plus clair, je vais noter. C'est-à-dire, mais les autres... Allez-y. Quand vous dites c'est pour ça que je vais à l'école, c'est vrai que vous étiez déjà à l'école et vous avez commencé à faire le rap. C'est pour cela que vous poursuivez vos études. Pour faire quoi plus tard quand vous aurez peut-être tout accompli, dans 10 ans que vous aurez rempli le Zénith? Est-ce que vous allez créer des écoles de rap ou vous allez peut-être opter pour une profession, peut-être libérale? Je pourrais devenir juge, avocat, magistrat avec... parce que je fais A. Donc... Après votre bac, vous allez faire le droit? Ouais, j'aime le droit. D'accord. Donc, je pourrais devenir juge, magistrat et tout ça. Voilà. Et vous pensez que le rap vous aura donné du coffre pour affronter
on va dire, cette carrière d'avocat ou de juge? L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Bon, je m'attendais à une autre réponse, vous qui voyez, vous qui arrivez à lire dans l'avenir. Ah ben non. Non, je ne suis pas voyant. Mais j'ai eu l'impression quand même, dans 10 ans. En tout cas, oui, Boris. On nous a dit que vous avez visité certains pays de la sous-région. Vous voyagez beaucoup déjà. Ouais, je tourne beaucoup en Afrique, ici. Mais je suis allé précédemment au Maroc. J'ai fait un clip là-bas, de morceaux. Bientôt, vous aurez... Voilà, merci beaucoup. Il ne fait pas de transport, il s'assoit 6 pieds des coups. Non. Non, il a commencé à me clasher, c'est pas bon. Parlant de votre mentor, Che Guevara, qu'est-ce qu'il pense de vous lorsque, quand vous clashez certaines personnes, que ces personnes répliquent en s'attaquant à Che Guevara, votre maître? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Bon, il dit pas, les gens sont en train de m'insulter. Non, je tiens à souligner quelque chose. Oui. Moi, je suis un enfant, j'ai que 16 ans. Je suis respectueux, je suis poli et j'aime qu'on me respecte. Je ne dis pas à toi, Toto Philo, de me respecter parce que toi, tu es une grande personne. Mais non, mais je vous respecte d'ailleurs. Non. Mais c'est moi qui dois te respecter avant que tu me respectes. À genoux. C'est ça le problème, Yafa. À genoux. Tata d'aller. À genoux. C'est ton frère qui parle à genoux. Non. Il a dit. Il a un gros système. Il a un gros système. Docteur Philo, vous-même vous avez dit tonton Philo. Mais tonton Philo, est-ce que Tata aussi. Pourquoi vous voulez le mettre à genoux? Voilà. C'est de l'exploitation. À genoux un peu. Pourquoi je me sens un peu? Il ne faut pas abuser de votre pouvoir de tonton. Merci beaucoup. Oh, Tata de la meilleure. Je vous adore bien. Alors, MC Wad, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Vous êtes un jeune homme très sympathique, je trouve. Vous avez le sens de la répartie. Yes. Et voilà, avec vos textes. Et si on se faisait un peu de... Et au pire, on n'a qu'à faire quoi? MC Wad ne veut pas se mettre à genoux. Au pire, on n'a qu'à faire quoi? Alors, je demande à la régie. Au pire, on n'a qu'à faire quoi? Allons-y sur la scène. Approchez, regardez. Ils m'ont vu, ils n'ont pas cru en moi. Ils ont cru que j'étais un DJ. J'ai trouvé le bon aussi comme Donald Trump aux élections américaines. Il paraît que c'est vous qu'on voit à la télé. Alléluia. On dit que je suis trop petit pour rivaliser. Allahu Akbar. Quand je suis pas là, ils parlent. Mais quand j'arrive, ils deviennent comme le bout des fusils sniper. Ils sont tous silencieux. Ça fraya, ça tchala. Ça raconte que le petit est déchaîné. La pauvreté touche même les animaux. Va en ville, tu verras des poulets piqués. Quand je marche dans la rue, j'ai la main en l'air. Les MC croient que je me rends, mais ils se trompent. C'est parce que dans la vie, faut jamais baisser les bras. On a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à MC One, Opi, on a qu'à faire quoi? Et tout à l'heure, dans le micro-studio, il y a une jeune fille qui disait que c'est pas, les clashs, c'est pas du tout un bon exemple pour les enfants. Peut-être qu'ils ne comprennent pas très bien, mais en même temps, c'est des signes de violence, des signaux qu'on leur envoie. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à tous les jeunes enfants, les adolescents qui vous regardent et qui vous ont pour modèle? Cette fille qui a parlé des clashs comme ça, elle a raison parce que c'est vrai, c'est pas un modèle pour nous les enfants parce que moi-même je suis enfant. Et quand vous regardez mes clashs, il n'y a pas d'injure grossier, tu vois. Je parle, voilà, merci. On dit une injure, ouais. Et ça c'est 18 sur 20. Ça arrive, merci beaucoup. C'est l'émotion. Donc je dis pas, entre parenthèses, ta mère con, les trucs. Non, je dis pas les trucs comme ça. Non, mais faut que j'aille au plus. Faut que j'aille au pouvoir. Non, mais faut que j'explique bien la chose. Non. Faut que j'explique bien la chose. Je ne dis pas pute, les trucs comme ça. Non. Je dis, voilà. Je dis. Non, faut pas le dire. Faut plus le dire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. J'ai déjà la réponse.
Il n'y a pas d'injures grossières, Voilà. c'est juste pour Il y le a pas fun, d'injures c'est pour le grossières. buzz. Voilà, Non, c'est on pas le va, buzz, on va c'est le s'arrêter là. Mais vous voulez simplement dire aux enfants, vous-même, vous avez dit sur ce plateau que vous êtes un enfant bien éduqué, bien poli. Donc, il faut qu'ils soient polis, il faut qu'ils prennent leurs études au sérieux, même s'ils ont des passions annexes. Il faut qu'ils continuent, faut qu'ils poursuivent leurs études. Merci beaucoup, MC One, d'être passé Merci beaucoup. sur notre plateau. Et puis, on vous souhaite bonne chance. Bon vent pour la suite et surtout pour votre concert le 1er juillet à Boaké. Voilà, on espère bien que tout sera calme du côté de Boaké. Donc vous ce êtes jour-là. invités. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et voilà, c'est donc la fin de cette première partie. Restez toujours en notre compagnie. Dans la deuxième partie, nous parlerons du développement de l'Afrique avec un invité d'origine sénégalaise. Restez avec nous et on se retrouve juste après la pub. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NC à pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NTA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Nous abordons donc la deuxième partie de l'émission. Merci à ceux qui nous ont suivis depuis le début et à ceux aussi qui nous prennent en marche. Nous allons recevoir notre premier invité surprise du jour. Il est né à Dakar, il est donc sénégalais et il est dans le domaine du développement de l'économie. Mesdames et messieurs, voici Monsieur Ba pour vous. Monsieur Ba Mamadou qui nous rejoint donc. Merci beaucoup, public de C'est Midi, pour cet accueil chaleureux. L'Afrique a les moyens de se développer, c'est ce qu'il nous dit. Vous êtes économiste de formation, vous avez dirigé une usine d'autocar à Casablanca pendant plus de 15 ans et aujourd'hui, vous travaillez dans le développement des activités entre la Côte d'Ivoire, les pays de la sous-région et l'Afrique, je dirais, méditerranéenne. Alors, aujourd'hui, vous nous dites l'Afrique a les moyens de se développer. Moi, je dirais, je ne suis pas pessimiste, mais en même temps, quand on fait le constat de tout ce que nous vivons, enfin de la pseudo-pauvreté que nous vivons, des guerres, des famines, ça et là, sur quoi comptez-vous pour dire que l'Afrique a les moyens de se développer? D'abord, qu'il me soit permis de passer mes chaleureuses salutations à cette belle assistance. Merci. Avec laquelle je partage cette émission. Merci et beaucoup. aux participants qui sont aussi également autour de la table. C'est vrai que bon, depuis presque plus de 50 ans, on planche sur des questions de développement de l'Afrique. Et les solutions ont été trouvées depuis longtemps parce que, bon, en 3 minutes, je ne peux pas plancher sur les questions de développement, mais je dirais que le développement de l'Afrique, je le vois sur la base de l'éducation et de la formation d'abord. L'éducation de la jeunesse, faire confiance aussi à la formation, c'est-à-dire que c'est des éléments très importants. Et pour cela, aujourd'hui, l'Afrique a tout. Si au début des indépendances, on nous disait qu'on a peu de gens formés, on a peu de gens éduqués, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je trouve qu'on a tellement formé de jeunes Africains, on a des valeurs, c'est-à-dire en Afrique, en termes d'éducation, qu'aujourd'hui, le problème ne se situe plus là-bas. Le problème se situe ailleurs. Quand vous dites que le problème se situe ailleurs, c'est à quel niveau donc? Ailleurs, c'est-à-dire c'est le côté humain. C'est-à-dire la dimension humaine n'a jamais été prise en considération. C'est vrai que je ne néglige pas du tout, on va dire, le nombre de personnes formées. En même temps, on a un nombre astronomique de personnes qui ne sont pas encore formées. Mais est-ce que ce nombre-là est déjà suffisant pour impulser le développement ici en Afrique? Vous savez, pour impulser un développement, on ne peut pas analyser un problème de développement économique sans pour autant parler de prospective. Le développement, c'est quelque chose de très long. Et je pense que pour analyser le développement de l'Afrique, aujourd'hui, il y a beaucoup de signaux qui montrent que l'Afrique ne refuse pas le développement et que l'Afrique va se développer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les signaux sont quoi? On nous disait que la prospective, faire des plans sur 20 ans, 30 ans, c'est ce que va devenir l'Afrique. Aujourd'hui, partout en Afrique, vous voyez des plans émergents. C'est un bon signe. Mais moi, je ne parle pas d'économie en ce moment. Je parle
de la dimension humaine. Je dis que le développement va avec la générosité, le développement va avec la solidarité, le développement va avec un échange. On implémente, on met à échelle ce qui marche chez mon voisin, j'essaie de l'implémenter chez moi. Je n'ai jamais compris comment on peut sauter son voisin pour aller chercher ce qu'il a, on le cherche ailleurs. Alors que, franchement, alors que l'on sait que si on enrichit son voisin, ça veut dire qu'au moins c'est une sécurité pour moi demain. Et donc moi, j'analyse toujours le problème du développement en termes de générosité. Il faut que l'Afrique commence à faire confiance en elle-même. Parce que le développement de l'Afrique, croyez-moi, ne peut tenir que sur les mains de ses enfants. Il est temps qu'on fasse confiance en nous-mêmes, en nos valeurs, en nos formations, en notre éducation. Et avec cette confiance, aller de l'avant avec beaucoup de générosité. Et je profite de l'occasion pour dire que c'est les individus qui font le peuple et par la suite un pays. Et après un continent, l'ensemble de pays. Bon, moi je dis souvent aux gens, quand l'occasion m'est donnée, je leur demande toujours, diminuer un tout petit peu de nettoyer les carreaux et les murs et nettoyer les cœurs. Parce que il y va quand même de notre santé. Oui, les cœurs, c'est dans les cœurs qu'il y a les problèmes et les solutions. Je pense qu'il faut... nettoyer l'extérieur, certes, mais d'abord l'intérieur. C'est important, parce merci. Que tout commence de l'intérieur. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Voilà. J'ai vraiment envie de poursuivre, le temps ne nous le permet pas, mais en même temps, pendant que vous êtes en train de parler, je vois un peu le Rwanda qui a connu une grave crise, une grave grève, je dirais guerre, et aujourd'hui qui s'est remis, j'allais dire qu'il s'est remis de ses cendres. Voilà, aujourd'hui il y a un sursaut de développement au niveau du Rwanda. En même temps, je me pose des questions. Est-ce que vous pensez que ces valeurs humaines dont vous parlez là ont été donc le socle de cela, de ce qu'on observe aujourd'hui? Oui, il y a ces valeurs humaines, mais également il y a un travail de fond, un travail de prospective, parce que le Rwanda ne s'est pas réveillé un beau jour pour enclencher son développement. Le Rwanda, c'est un pays, comme vous venez de le dire tout à l'heure, qui a été décimé, bon, presque, c'est des milliers de morts suite à un triste événement, c'est-à-dire une guerre civile. Mais après cela, quand M. Kagame est venu, il a remis tout à plat. Et il a commencé par les enfants, avec un système d'enseignement nouveau, qui est basé sur le bilinguisme. À côté du français, il y a l'anglais. Et aujourd'hui, ce sont ces enfants qui sont la chance du Rwanda. Et quand on va jusqu'à comparer le Rwanda à Genève en termes de propreté, ça veut tout dire. Et ce n'est pas que le Rwanda. Voyez l'Éthiopie. On disait que l'Éthiopie est vraiment un pays pour... Mais aujourd'hui, faites un tour en Éthiopie et vous allez être un afro-optimiste. Monsieur Ba Mamadou, on vous remercie d'être venu sur le plateau de ce midi pour éclairer notre lanterne et pour nous donner encore plus d'espoir. Une minute seulement, une minute. Malheureusement. Seulement pour souhaiter à la Côte d'Ivoire la paix, le bonheur, la richesse, la prospérité, parce que c'est le cœur de l'Afrique subsaharienne. Quand ça va en Côte d'Ivoire, ça va pour tout le monde. Oh là Quand là, la Côte d'Ivoire est trop terminée, gentil. tout le monde est en vie. Merci beaucoup, Monsieur Ba Mamadou. Eh oui, les Ivoiriens sont contents. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et nous ramenons les mêmes vœux au niveau du Sénégal aussi, pays frère. Alors, nous allons poursuivre cette émission et retrouver tout de suite Boris Odilon, qui est impatient, je crois. Boris Odilon, on vous retrouve tout de suite. Après ce témoignage édifiant de M. Ba, notre économiste, on va parler aujourd'hui d'une récente cyberattaque qui concernait plus de 150 pays dans le monde et de la monnaie... Le Bitcoin. Vous dites? Le Bitcoin. Ouais, la monnaie virtuelle appelée le Bitcoin. Je vous explique. Depuis 2009, il y a comme ça quelqu'un. À la base, ce n'est pas une personne, mais c'est un groupe de personnes qui se fait appeler Satoshi Nakamoto. Voilà. C'est des jeunes qui se sont mis ensemble et ils ont choisi un pseudonyme pour faire croire à tout le monde que c'est une seule personne qui a créé le truc. Le Bitcoin a été créé en 2009 et c'est une monnaie qui est immatérielle ou virtuelle qui préserve l'anonymat de ses propriétaires. Le Bitcoin, c'est le cash du numérique. De la manière dont nous faisons nos transactions avec le franc CFA, vous partez à la boutique, vous achetez quelque chose. Le Bitcoin aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire sur le web, c'est un peu la monnaie qui fait fort. La monnaie virtuelle qu'on utilise en griffe. Et avec un Bitcoin, vous pouvez envoyer la somme que vous voulez à la personne que vous voulez sans qu'il y ait de frais élevés. Il n'y a pas de système bancaire en place pour empêcher ou pour bloquer une transaction.
Et tout ça fait partie des avantages du Bitcoin. Malheureusement, il y a aussi des inconvénients, comme le caractère irréversible d'une transaction. Une fois que vous envoyez de l'argent à quelqu'un, cet argent-là, vous ne pouvez plus le bloquer, ça ne peut plus revenir. Une fois que le processus est enclenché, il n'y a pas de chemin retour. Et aussi, il y a, comment dire, on a l'impossibilité de retracer exactement où l'argent va. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des grandes cyberattaques préfèrent utiliser ce système-là. La semaine dernière, comme je le disais, il y a eu 150 pays environ qui ont été attaqués, près de 200 000 ordinateurs qui ont été attaqués par un virus malveillant. On vous envoie un mail. Dans le mail, il y a une pièce jointe. Une fois que vous cliquez sur cette pièce jointe, automatiquement, votre ordinateur est infesté par un virus. Tous vos fichiers sont cryptés. Tous vos fichiers. Et à côté de cela, il y a un message qui vous dit, cliquez sur ce lien, apportez $300 en Bitcoin et vous pourrez avoir accès à tous vos messages, tous vos fichiers. Et lorsque vous envoyez les $300, rien ne garantit que vos fichiers vous seront restitués. Voilà un peu le truc. Et aujourd'hui, les grands cybercriminels, les grands hackers, c'est avec cette monnaie-là qu'ils commencent à faire leurs transactions parce qu'ils sont à l'abri des services de police. On peut suivre comment l'argent va, qui est envoyé à qui, mais on ne sait pas exactement. Voilà, et ils ont créé plusieurs systèmes comme ça qui permettent de dispatcher l'argent, de le distribuer entre plusieurs personnes, et c'est juste pour se faire un nom dans le milieu. Et on peut acheter quoi avec cette monnaie virtuelle là? On peut tout acheter, mais c'est très cher. Un Bitcoin, par exemple, c'est 1 million de francs CFA. Un Bitcoin coûte 1 063 000 francs CFA et 1 615 €. Ce que je veux savoir, c'est comment se protéger. Merci. Il y avait quoi? Merci beaucoup. Merci pour les questions. Vous avez dépassé les 3 minutes de votre chronique. Franchement, voilà, nous allons peut-être... C'est dommage. Excusez-moi, nous allons peut-être revenir sur cette question une autre fois, mais il y a un invité. Il y a un invité qui s'impatiente. Il y a un invité qui s'impatiente. Alors, mesdames et messieurs, nous allons recevoir à présent le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Son nom est Edima Nguessan Emmanuel, que je vous demande de recevoir avec des applaudissements bien fournis. Vous faites patienter le président. Eh oui, les 100 jours du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Déjà, c'est rassurant de savoir qu'il existe en Côte d'Ivoire maintenant un Conseil national de jeunes. C'est récent parce qu'il n'y en avait pas. C'est ça. C'est cela. Récent, oui. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on estime la population jeune, c'est-à-dire celle qui a entre 16 et 35 ans, à 77,3%, soit 18 millions sur les 22 millions d'habitants que nous sommes. C'est quand même énorme. Alors, quelle est donc la place de la jeunesse, on va dire, dans le processus de décision ici en Côte d'Ivoire? Oui, et vous avez raison, Madame Caroline. Le Conseil national des jeunes vient pour répondre à cette question. Il y a longtemps, bien entendu, les jeunes eux-mêmes se sont fait harakiri. C'est pourquoi vite le gouvernement, avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ont compris que pour le développement de la Côte d'Ivoire de demain, c'est la jeunesse. Alors on ne peut pas travailler pour la Côte d'Ivoire sans les jeunes. D'où la mise en place du Conseil national des jeunes qui permettre aux jeunes de participer au processus de prise de décision, autant politique, autant social, éducationnel, dans tous les secteurs d'activité, que les jeunes puissent avoir leur place et prendre leurs décisions pour eux-mêmes et pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qui sera fait de façon concrète pendant ces 100 jours que vous célébrez? Oui, c'est déjà le 11 février dernier que le gouvernement a instruit donc, le ministère de la promotion de la jeunesse pour organiser le congrès constitutif du Conseil national des jeunes. Bientôt, c'est 100 jours. C'est le 20 mai. Hein. Oui, le 20 mai, c'est... 100 jours. C'est demain ou c'est aujourd'hui? Non, c'est... Au quantième sommes-nous? Non, c'est le samedi. Le samedi. Les 100 jours, voilà, le samedi. D'accord. Donc, le Conseil veut marquer un trait d'honneur sur les 100 jours de son existence. D'accord. Voilà. Dire que les jeunes de Côte d'Ivoire sont vraiment enthousiastes de ce que le Conseil soit mis en place et qu'au cours de ces 100 jours, nous ferons un bilan. D'accord, merci beaucoup.
Et on espère bien que ce bilan sera positif. Merci beaucoup, Monsieur Edima Nguessan Emmanuel, d'être passé sur notre plateau. Je vous rappelle que vous êtes président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et voilà, l'émission se poursuit sans transition. Nous allons retrouver Aloussène Sidibé. Je suis l'inventeur de la broyeuse T. Dagris. Les broyeuses existent. Ces broyeuses-là sont conçues articulées. Le moteur d'un côté, le broyeur de l'autre. Généralement, ces broyeuses ou broyeurs sont implantées dans des zones définitivement. Mais ma conception est toute nouvelle. Le design est tout nouveau. J'ai conçu ma broyeuse compacte. Partout où vous l'envoyez, que vous la déposez, elle est utilisable dans les plantations, dans les villages, en ville. Vous pouvez la déplacer à droite, à gauche, partout où vous voulez, comme les fauteuils de direction. Elle est capable de vous produire jusqu'à 720 kg à l'heure. Le moteur de cette broyeuse est un moteur increvable. Je n'avais pas un temps limité pour concevoir cette machine. Le moteur existe déjà, c'est la conception qui a pris le temps. J'ai acheté des outils, des tôles, tout ce qu'il faut pour fabriquer cette machine. Je les ai assemblés et puis un jour, je suis allé auprès de quelqu'un qui dispose d'un atelier. Et le même jour, nous avons fait le montage. Aujourd'hui, pour démarrer cette entreprise-là, en 2 heures du temps, on doit pouvoir monter une machine parfaitement. Et si je critique, il faut que j'apporte la solution. Ma solution est cette broyeuse que je baptise le nom de broyeuse T. Dagris. Effectivement, la broyeuse T. Dagris, une solution qui est prête à être industrialisée si toutes les structures étatiques, financières, si toutes les structures privées y mettent du sien. C'est une broyeuse made in Côte d'Ivoire qui a sacré beaucoup, je veux dire, raflé plein de prix en Belgique, en Afrique et partout. Je compte sur vous. Semaine prochaine. Et je crois bien qu'on va recevoir ce monsieur en invité témoin. Oui, parce que son histoire, il a une très belle histoire. Oui, pour les inventeurs et pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous nous rappelez son nom, s'il vous plaît? Monsieur Dagris Serge. Merci infiniment. CV Dagris.